Homo sapiens et Homo neanderthalis se sont côtoyés en Europe il y a quelques dizaines de milliers d'années. Une cohabitation et ses conséquences qui intéressent de plus en plus les scientifiques, Silvio Dolzan. Rien que ces derniers mois, j'ai compté au moins une demi-douzaine de nouvelles études qui y sont consacrées, toutes très sérieuses, pareil dans les revues les plus renommées. Alors l'intérêt pour cette période de l'histoire de l'humanité va croissant ou alors peut-être parce que les techniques à disposition des scientifiques deviennent de plus en plus pointues. On répond de mieux en mieux à des questions comme quand et où les deux espèces sont-elles croisées, quand et pourquoi Néandertal s'est-il éteint. On y répond de mieux en mieux, parfois pas définitivement et parfois en contredisant des connaissances précédentes. C'était l'occasion pour nous d'essayer de faire vraiment le point sur ce qu'on sait ou ce qu'on sait pas ou ce qu'on croit savoir. Alors nous allons le faire le point avec deux invités. Tout d'abord, Anna Sapfo-Malaspinas, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes professeure assistante en biologie computationnelle et évolutive à l'Université de Lausanne. Et bonjour à vous également, Laurent Excoffier. Bonjour. Professeur de génétique des populations à l'Université de Berne. Si vous le voulez bien, on va commencer par replacer le cadre finalement des relations entre Sapiens et Néandertal. D'abord, Anna Sapfo-Malaspinas, quand est-ce que l'humain moderne, c'est-à-dire Sapiens, a commencé à arriver en Europe? Il était en Afrique et tout à coup il s'est dit « Oh tiens, je vais passer un peu plus au nord ». Oui. Donc c'est encore assez débattu, je dirais, la date d'arrivée de l'Homo sapiens en Europe. Mais quoi qu'il en soit, je crois que les experts s'accordent pour dire qu'il était là il y a en tout cas 40 000 ans. Ouais. Et donc voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y a certaines dates qui sont avancées, qui sont beaucoup plus vieilles que ça. D'accord. Mais à 40 000 ans, je crois que tout le monde est d'accord. 40 000 ans, et à ce moment-là, Néandertal était déjà là chez nous en Europe? Oui, voilà, c'est ça qui est incroyable. Donc il y avait des Néandertals déjà en Europe à ce moment-là. On trouve certains spécimens qui sont datés à des centaines de milliers d'années, voire même 400 000 ans. Donc on se dit que le Néandertal était déjà là. Ouais. Laurent Excoffier, déjà là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, comme tout le monde, et entre guillemets, il est venu d'Afrique, Néandertal, mais est-ce qu'il est venu, quand il est arrivé en Europe, 5000 ans, il était déjà Néandertal? Ou alors, est-ce que ses ancêtres sont installés en Europe, qu'ils ont évolué pour devenir Néandertal, et ce qui ferait donc de Néandertal le premier Européen? Oui, c'est une bonne question. En fait, on ne sait pas exactement. Ce qu'on sait, c'est qu'avant les Néandertaliens qui sont apparus plutôt vers 300 000 ans en Europe, il y avait une autre forme d'homme archaïque qu'on appelle Homo heidelbergensis, qui est apparu il y a environ 500 000 ans. Et il y a des formes un petit peu intermédiaires qui apparaissent, qui sont un peu proto-néandertaliennes il y a environ 400 000 ans. Donc ce qu'on ne sait pas, c'est si les Néandertaliens sont originaires d'Afrique et auraient migré dans le territoire des Heidelbergensis, ou bien s'ils seraient transformés progressivement en Néandertaliens en Europe. Voilà, première chose qu'on ne sait pas encore tout à fait. Et est-ce qu'on trouve, Laurent Excoffier, des Néandertaliens ailleurs qu'en Europe, ou est-ce qu'il était endémique à notre continent? On en trouve répartis non seulement en Europe, mais aussi au Proche-Orient. On en trouvait aussi dans le Caucase, en Ouzbékistan et même jusque dans l'Altaï russe, donc vraiment assez à l'est, en Asie centrale. Mm-hmm. Donc il avait vraiment une répartition très importante. Ouais. Anna Sapfo-Malaspinas, est-ce qu'on peut imaginer une fourchette de milliers d'années pendant lesquelles Sapiens et Néandertal ont vécu ensemble ici en Europe, même sans préjuger donc justement du moment de la disparition de Néandertal qui reste aussi discuté? Donc oui, là, je dirais que là aussi, il y a beaucoup de débats, mais tout le monde semble s'accorder qu'il y aura en tout cas quelques centaines de milliers d'années pendant lesquelles il y aurait une cohabitation possible. Mmh. Le climat, à l'époque, Laurent Excoffier, il était comment? Il ressemblait à quoi? Si on parle d'environ 40-50 000 ans, là, quand les hommes modernes sont rentrés en Europe, c'est un climat plus froid qu'actuellement, avec des épisodes presque comme nous, comme on a maintenant, mais aussi très froid, avec des expansions de paysages stepiques. Et justement, il y a eu des études intéressantes qui ont montré que lorsqu'il y a eu ces expansions de périodes un peu presque glaciaires en Europe, les grottes qui habitaient normalement les Néandertaliens ont été désertées. Et certaines personnes pensent que justement ces périodes froides auraient été propices à l'invasion justement des hommes modernes pendant ces périodes où les Néandertaliens seraient partis ailleurs. Si c'était une période froide, Laurent Excoffier, est-ce que ça veut dire que tant les Sapiens que les Néandertals étaient plutôt au sud de l'Europe, ou pourtant la vallée du Néander, qui a donné son nom au Néandertal, elle n'est pas vraiment au sud?
Oui, en fait, les Néandertaliens étaient plutôt cantonnés au sud de l'Europe, autour de la Méditerranée, mais on en trouvait effectivement en Allemagne, on en trouvait en Belgique, mais vraisemblablement pas tellement plus haut. Ils étaient un petit peu peut-être tributaires aussi de migration saisonnière, ils chassaient des grands gibiers qui migraient aussi, donc de façon saisonnière, ils ont peut-être pu se trouver, peut-être des fois plus haut, mais peut-être leur cantonnement hivernaux, je pense, que c'était plutôt au sud de l'Europe. Alors, nous sommes donc il y a 40 000 ans, ici en Europe, il y a Sapiens, il y a Néandertal. Anasapho Malaspinas, est-ce qu'il y a aussi d'autres espèces d'homo, justement, qui sont présentes à ce moment-là, également ici sur le continent européen? Donc, oui, c'est une bonne question. Donc, ce qui semble ne pas avoir, c'est des homos, une population homo qui soit vraiment distincte au niveau morphologique, comme les experts semblent penser que l'Homo sapiens l'est, par exemple, du Néandertal. Mais moi, je pense qu'il faut quand même garder un état d'esprit un peu ouvert par rapport à ça, parce qu'il y a des découvertes qui se font tout le temps, et même au niveau de la génomique, ce qui est plutôt notre spécialité, on a trouvé des choses qui n'étaient pas visibles dans les fossiles directement. Et il y a des nouveaux fossiles qui sont découverts tous les jours, donc je garderais un état d'esprit assez ouvert pour savoir si on avait d'autres à cette époque-là, il y a 40 000 ans. Voilà, on n'est pas à l'abri d'une surprise, d'une découverte finalement. Oui, on est tout le temps. Tout le temps, vous espérez ça. Pas à l'abri, on espère une découverte. On espère changer d'avis. Cécile ? Oui, c'est-à-dire que génétiquement, vous auriez trouvé une autre espèce d'homo, mais dont on n'a pas trouvé le fossile en fait. Mais vous, génétiquement, sur vos analyses génétiques, vous l'auriez trouvé ? Donc il y a des choses, j'aurais beaucoup aussi envie d'entendre ce que Laurent Excoffy en pense, mais moi il me semblait qu'avant même d'avoir séquencé le Néandertal et de connaître ces gènes, on avait une évidence au niveau de la biologie computationnelle qui avait peut-être eu un métissage avec des hommes archaïques plus distants. Donc avant même ça. Et puis il y a certains homos, les Denisova en particulier, qui morphologiquement ont pas forcément été caractérisés aussi largement, je dirais, que les Néandertals, mais on sait aujourd'hui qu'ils sont quand même très différents des Néandertals. Mais voilà, j'aurais beaucoup voulu savoir ce que pense Laurent, puisqu'on n'est pas dans la pièce. On l'a, donc allons-y, Laurent Excoffy. Oui, je crois que c'est un problème assez compliqué. Ce qui est assez troublant, c'est que avant qu'on ait du matériel génétique de Denisova et qu'on analysait différentes populations en Asie, où on sait maintenant qu'elles se sont hybridées avec ces Denisova, on n'avait pas du tout d'évidence que ces populations asiatiques auraient pu se métisser avec ces autres formes de mots. Donc en fait, c'est, comme le dit Anasapho, c'est pas du tout impossible qu'il y ait eu d'autres formes de mots à cette époque-là, mais tant qu'on n'aura pas trouvé leur matériel génétique, ça va être difficile de voir s'ils ont contribué à un métissage avec les hommes modernes. Bon, voilà pour le cadre général des rencontres entre, on va les garder les deux, Homo sapiens et Homo néandertalis. On va passer maintenant à un petit portrait justement de Néandertal. Anasapho Malaspinas, on l'a longtemps décrit comme un gros rustre barbare, inculte aussi. On sait maintenant que c'était pas le cas. Comment est-ce qu'on a pu le savoir ? C'est de nouveau une très bonne question. Alors, je sais pas ce qui est vraiment venu en premier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de descriptions du Néandertal quand on commence à décrire ces fossiles, où on semble aussi lui attribuer certaines caractéristiques comme être rustre, avoir aucun sens, va être très différent finalement des Homo sapiens, n'avoir rien à voir avec nous. Et donc, ce qui a changé, alors je sais pas, il y avait déjà plusieurs représentations à l'époque, mais la version dominante, c'était qu'il était justement rustre. Et puis, je sais pas ce qui est venu d'abord, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a retrouvé, par exemple, des peintures rupestres. Donc, il a aussi, on sait maintenant qu'il peignait. On sait depuis longtemps qu'il enterrait ses morts. Enfin, ces Néandertals enterraient leurs morts. Et donc, mais je sais pas si c'est aussi quelque chose qui est dû au fait qu'on a découvert, effectivement, qu'il y avait des événements de métissage. Et donc, que finalement, ces Néandertals n'étaient pas si différents que nous, que ce qu'on aurait peut-être voulu croire au début. Au niveau génétique notamment, il est plus proche que ce qu'on avait imaginé. On avait imaginé à la base, vous imaginez bien que si c'était une population, s'ils étaient rustres, s'ils étaient comme ça, je dirais presque retardés dans les descriptions qu'il y avait au début. On n'avait aucune envie d'avoir quelque chose à faire avec ces gens. Je veux dire, c'était les ancêtres. C'était certainement pas, c'était peut-être vos ancêtres, mais pas les miens, quoi. Donc voilà, on a vous mis dites quand ça même parce longtemps. parce que je viens des Alpes en fait. Je suis originaire et parce qu'elle vous voit d'une lointaine grotte. Laurent Excoffy, physiquement, il était très différent de nous.
assez différent. En effet, il y a plusieurs marques assez caractéristiques. Enfin, je suis pas vraiment un grand spécialiste de ces choses-là. Non, mais il avait quand même une stature un peu plus massive que la nôtre. Il avait une cage thoracique plus développée. Il avait des membres plus robustes que les nôtres. Au niveau du crâne, ils avaient un bourrelet suborbitaire assez prononcé. Mais il avait aussi, par exemple, une capacité crânienne plus importante que la nôtre. Donc, ça, c'était quelque chose d'assez intéressant. Mais bon, il nous ressemblait quand même pas mal. Il y a pas mal de gens qui pensent que si on l'habillait de façon moderne, qu'on le croise dans la rue, on ne trouverait pas la différence. Ouais. Anasapho Malaspina, il semble que les humains modernes comptent, on se met d'accord là-dessus généralement, 3% de gènes néandertal, donc vous et moi, mais uniquement les hommes modernes hors d'Afrique. Pourquoi seulement hors d'Afrique ? Parce qu'il n'y a jamais eu de néandertal en Afrique, c'est ça ? Alors c'est une très bonne question, et là-dessus aussi il y a des nouvelles découvertes qui ont été faites. Je pense que le point de départ, c'est souvent que on sait qu'au niveau fossile on les trouve surtout en Eurasie, comme disait Laurent tout à l'heure. Et donc au départ, quand on a essayé de détecter s'il y avait des événements de métissage, on se disait on va chercher une partie des gènes en fait dans le génome humain qui ressemblent aux Néandertal mais qui sont différents des Africains. Donc il y avait un biais, je dirais, au niveau des analyses, qui fait qu'en tout cas au début, ça aurait été aussi relativement difficile peut-être de trouver les métissages avec des populations africaines. Mais il y a des études récentes qui suggèrent qu'il y a quand même des évidences de métissage indirect peut-être avec des populations africaines. Et là de nouveau, si Laurent, j'aimerais beaucoup entendre ce que Laurent pense aussi à ce propos, parce que c'est des études qui sont très récentes justement. Laurent Escoffier. Débattu. Sur le métissage potentiel des populations africaines avec les Néandertaliens, là je crois que c'est assez délicat. Il y a des études récentes en fait, qui montrent que certaines populations africaines ont un petit peu d'ADN d'origine néandertalienne. Ce qu'on ne sait pas, c'est si cet ADN a passé directement chez les Africains ou s'il aurait passé indirectement par des migrations de populations d'origine européenne elles-mêmes métissées qui seraient venues en Afrique. C'est plutôt c'est compliqué. Nous voici donc avec deux types d'humains. On va essayer de simplifier un tout petit peu, les Néandertals et nous, les Sapiens. Ils se retrouvent en même temps sur un même continent. Alors évidemment, on se dit ils vont inévitablement se rencontrer. Je dis inévitablement, mais vu la taille du continent et celle des populations en présence, ces rencontres devaient quand même être assez rares, non, Anasapho Malaspinas ? Alors oui, comme vous parlez tout à l'heure de 3%, donc ça suggère quelque chose d'assez rare. Comme on le disait au début, on pensait qu'il n'y avait pas du tout eu de métissage. Donc la première réalisation, c'est de se dire mais peut-être il y a eu du métissage, ce qui était quand même assez fou. Et puis après, il y a certaines découvertes aussi récentes qui semblent un petit peu indiquer que peut-être c'était pas si rare que ça, parce qu'on a trouvé des individus Homo sapiens relativement anciens, qui datent de 40 000 ans, qui auraient des ancêtres, donc dans leur famille proche, qui auraient des Néandertals. Donc il y a que quelques générations. Donc oui, c'est rare. Aujourd'hui, on trouve relativement peu, entre guillemets, de gènes néandertaliens dans le génome humain, mais on trouve quand même des hybrides, ce qui peut pas être seulement, je dirais, un hasard. C'est quand même incroyable que sur les quelques humains qui datent de 40 000 ans, pour lesquels on a des données génétiques, on trouve comme ça des gens avec des ancêtres très proches qui sont des Néandertals. Laurent Escoffier, là on parle de rencontres dues au hasard, donc d'accouplement dû au hasard, mais est-ce qu'on a des évidences génétiques d'une cohabitation plus longue, par exemple deux groupes ensemble, comme si par exemple on a trouvé du matériel génétique des deux espèces au même endroit ? À ma connaissance, pas vraiment en fait. C'est vrai que cette coexistence humain, c'est plutôt attesté par effectivement la présence d'individus humains anciens qui ont, comme l'a dit Anasapho, des ancêtres récents, 4 à 6 générations en arrière, qui se sont métissés avec des Néandertaliens. Mais il n'y a pas d'évidence de cohabitation claire au même endroit. Mais ça pourrait changer, parce qu'en fait, il y a eu des études très récentes qui montrent que maintenant, ça devient possible d'extraire et de typer de l'ADN qui est extrait de sédiments trouvés dans des grottes. Et donc, je pense qu'on va bientôt pouvoir examiner toute la présence d'hommes et néandertaliens dans différentes grottes et voir si ils ont pu se trouver au même endroit ou à peu près à la même période. L'étude sur les sédiments, elle est vraiment toute récente, elle date de la semaine dernière. Alors, le Néandertal, Laurent Escoffier, a fini par s'éteindre. De très récentes études font remonter sa disparition dans le temps de plusieurs milliers d'années quand même. Et de quand date la dernière signature génétique
pure de Néandertal qui est en notre possession maintenant? Moi, je sais pas exactement ce qu'on peut appeler une signature génétique pure, mais en fait, les Néandertaliens, on pense qu'ils se sont éteints, si vous voulez. Les dernières traces de Néandertaliens qu'on a trouvées, c'était environ 35-37 000 ans. On avait aussi et c'est ceux-là plutôt en Espagne, dans la péninsule ibérique, et on avait aussi une date qui était de 36 000 ans en Belgique, mais récemment, c'était redaté, et maintenant, ce site en Belgique est remonté à 40-44 000 ans. Donc, il semble que les Néandertaliens sont éteints un peu plus vite que prévu. Et donc, je dirais que les dernières formes néandertaliennes auraient pu se trouver en Europe plutôt en péninsule ibérique, environ 37 000 ans par là. Ouais, d'accord. Ouais. Ce qui limite quand même un peu le temps de contact possible entre les sapiens et les Néandertals. Là, bon, la grande inconnue, c'est pourquoi Néandertal s'est éteint. On va pas rentrer là-dedans parce qu'on en aurait pour 2 heures, en fait. Voilà, maintenant il faudra trouver le moyen d'expliquer pourquoi, peut-être la génétique. Et pour ça, vous travaillez avec des outils dont pour lesquels j'imagine l'informatique joue un énorme rôle, parce que c'est de l'ADN ancien, donc il en reste des tout petits bouts, etc. Laurent Escoffier, comment est-ce que vous travaillez? Ce qu'on fait, c'est qu'on a tributé un petit peu des découvertes faites par des paléontologues, aussi des l'extraction de l'ADN par les paléogénéticiens. Et nous, dans notre cas, on prend les génomes qu'ils nous donnent et on essaye de comparer ces génomes anciens avec des génomes modernes et essayer de voir quand les individus, les populations ont divergé, quand ils ont pu avoir des contacts par métissage ou par flux de gènes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des modélisations de scénarios relativement complexes et on évalue la vraisemblance de différents scénarios. On essaye aussi d'estimer les paramètres de ces scénarios, et ça de manière informatique assez compliquée. Anasafo Malaspina, vous travaillez aussi avec l'informatique, et vous avez notamment travaillé sur les premiers habitants d'Amérique. Est-ce que je vais appeler ça de la paléogénétique computationnelle, c'est ce que vous faites tous les deux, c'est un néologisme, mais voilà. Est-ce que ça nous donne une image de plus en plus claire de l'évolution humaine en général? Je dirais, oui, disons, la paléogénétique computationnelle contribue à répondre à des questions, certaines questions qui sont vraiment fondamentales, qui sont là depuis des années et des années. Donc dans ce sens-là, on contribue un petit peu à éclairer l'évolution humaine. Mais à mon sens, c'est pas évidemment la seule science qui contribue à ces éclairages. Et donc tout est un peu des incréments comme ça. Mais voilà, on a découvert plein de trucs et puis il y a encore tellement de choses à découvrir qu'on se réjouit. Et qu'il y a encore du boulot. Cécile? Oui, j'avais une petite question de curiosité. Est-ce que vous allez sur le terrain parfois avec des paléontologues ou alors vous restez derrière vos ordinateurs à faire tourner vos modèles? Alors le terrain, oui, j'ai un peu été sur le terrain. Mais c'est peut-être pas ce que vous imaginez, dans le sens où c'était aussi aller voir des gens sur place. Je travaille avec des populations qui sont des populations qu'on appelle parfois indigènes, des populations natives. Donc on rencontre les gens, ça c'était vraiment génial. On l'a fait plusieurs fois. Et puis aussi dans les musées où il y a souvent des échantillons qui sont dans des musées. Donc on rend visite à des musées, mais j'ai pas été dans des fouilles archéologiques moi-même. Donc c'est encore 2 mondes très séparés. Les paléontologues qui cherchent dans certaines grottes et qui cachent parfois leur découverte, et vous-même? Non, ça c'est par hasard, c'est des contacts. J'adorerais aller, j'ai pas été invitée, ou je me suis pas invitée encore. J'espère que ça va venir. En tout cas, merci à tous les deux pour ces indications autour de cette cohabitation entre Homo sapiens et Homo neanderthalis. Anasafo Malaspina, professeure assistante en biologie computationnelle et évolutive à l'Université de Lausanne, et Laurent Escoffier, professeur de génétique des populations à l'Université de Berne.